Durant 3 ans, la Digimania reste bien présente en France. On le constate facilement en regardant les publicités de l'époque. Digimon est partout. Figurines, livres, jouets, peluches. La Digimania entre dans tous les foyers. Et maintenant, voici les Digimon de Bandai. Patamon, présent. Gabumon, présent. Agumon, présent. Angemon, présent. Garurumon, présent. Les Digimon sont toujours là pour aider leurs amis contre les méchants virus. Ils peuvent même se transformer en monstres et devenir très méchants. Figurines Digimon de Bandai, rien ne pourra les arrêter. À toi de jouer. Avec le Digivice, Digivolution totale. Digimon de Bandai, rien ne pourra les arrêter. Alors la Digimania, je ne me rappelle plus exactement à quel point on avait d'objets et de goodies sur Digimon, parce qu'à ce moment-là, moi j'étais un petit peu plus Pokémon, je crois, à cette période-là. Un peu de la même manière que Pokémon. Pokémon avait sa Pokémania et Digimon avait aussi une période Digimania, même si elle était souvent un peu dans l'ombre de Pokémon. Ça c'était aussi, ça faisait partie de la folie Digimon. Je suis un grand collectionneur, j'adore les figurines, j'adore les peluches, j'adore tout ce qui est produits dérivés et dès que je suis fan de quelque chose, Dragon Ball, Pokémon, Disney ou autre, voilà, il faut que j'ai tout. En fait, mes parents avaient la solution avec moi, c'est tu nous ramènes des bonnes notes et on t'achète un petit jouet à l'époque. Alors moi c'était vite vu, je ramassais mes 22 très bien, je crois que c'était 22 très bien que je devais avoir à l'école primaire. Et après on filait à King Jouet ou à Jouet Club ou voir Auchan. Et direct je savais ce que je voulais, j'allais au rayon jouets et je prenais tout ce qui avait un rapport avec Digimon. On s'est rendu avec mes parents à un grand magasin comme Auchan, c'était Auchan. Et là, au rayon des jouets, je cherchais après des choses Pokémon et je vois les premières figurines Digimon. Et il y avait ces figurines un peu articulées. Et je sais pas pourquoi à l'époque, j'aimais bien Gabumon. En tout cas, il n'y avait pas Palmon, c'est sûr, dans les jouets. Mais il y avait Gabumon. Et donc, j'ai tanné mes parents et j'ai évidemment acheté le Gabumon. Ça a été ma première figurine Digimon. J'avais tout un tas de figurines, surtout des personnages de la saison 1 et de la saison 2. Mon anniversaire est au mois de novembre et Noël est en décembre. Donc très rapidement, j'ai eu beaucoup de chance. À Noël et à mon anniversaire, je savais ce que je voulais. Je voulais des figurines Digimon. Et donc il y avait ces fameuses figurines, les petites figurines de 3-4 cm qui étaient vendues par 6. Donc là il y avait énormément de packs, donc de séries. Je me souviens, je notais les numéros de série des collections et autres. Comme ça quand je disais à mes parents, notamment pour Noël, sur ma liste de Noël, ce que je voulais, je notais bien les numéros que je n'avais pas des packs pour être sûr que je ne me retrouve pas avec des figurines en double. Et en plus, tu veux toujours acheter le jouet du personnage que tu adores, donc c'était pas forcément en vente dans tel ou tel magasin, donc bon. J'ai une toute petite figurine de Gabumon, et une figurine peut se transformer de Patamon en Angemon, donc c'est un ami qui me l'a offert. Les figurines qui évoluent, genre on avait Greymon qu'on pouvait modifier et ça devenait Metal Greymon, tout ça. Donc je crois que je les avais eu à Noël ceux-là. Et donc j'avais eu, je crois que c'était Greymon qui se transformait en Metal Greymon. Et j'ai eu aussi Garurumon qui se transformait en Wergarurumon. J'ai toujours voulu ces figurines-là, mais mes parents ils ont jamais voulu me les acheter. Et j'avais de la chance, mon petit frère était autant à fond que moi dans Digimon, donc on était deux à ce moment-là à chercher nos petits Digimon. Alors après, le but c'était vraiment d'essayer de tous les avoir. Donc pendant ces 2-3 ans où c'était commercialisé, j'en ai acheté d'autres, hein. J'ai réussi à avoir quasiment tout le monde, donc Palmon, Gomamon, Tantomon, Piomon. Enfin, je me souviens plus ou moins à chaque fois de quand je les trouvais, c'était pour moi un exploit, j'avais l'impression de les collectionner, c'était juste extraordinaire. J'ai toujours trouvé quand même le Gabumon de l'époque, le Gabumon transformable, je le trouvais quand même très mal foutu. Quand j'ai grandi, quand ça ne se vendait plus, il y a eu pendant quelques temps les sites comme Le Bon Coin, surtout à l'époque en tout cas, qui me permettaient de trouver les figurines que je n'avais pas. J'avais aussi un Patamon en jouet. Lui se transformait pas parce que je voulais celui qui se transformait, mais ils étaient en rupture de stock. Donc du coup j'ai eu un Patamon qui faisait du bruit et qui parlait, donc quand on tirait sur sa queue. En grandissant, il y a eu d'autres figurines. Il y avait donc en même temps sorti, alors plus aux États-Unis qu'en France, mais les figurines donc des héros, Taichi, Yamato, Mimi, Joe, Sora et tout ça. La première que j'ai eue c'était Joe dans un marché aux puces, ou un marché tout court. Bref, j'ai trouvé Joe et 3 €, alors j'ai sauté dessus. Et les autres, je les ai trouvés sur internet d'occasion, sur des sites comme eBay, Le Bon Coin, donc les gens qui les vendaient. Donc je me suis fait quasiment tout le monde, sauf Mimi.
C'était ma préférée, et Mimi, je l'ai trouvée. Alors là, je sais pas pourquoi Mimi a toujours été très rare dans les produits dérivés. Et cette fameuse Mimi, je l'ai trouvée sur eBay, et à l'époque, c'était... j'ai craqué mon slip. Je l'ai acheté 140 €, juste la petite figurine de 10 cm de Mimi. 140 €, parce qu'il fallait absolument que je complète la collection, je ne pouvais pas faire autrement. J'avais eu des peluches. Alors là, des peluches, j'en ai eu... moi, j'ai mon Gabumon qui est là. Les petites peluches qui étaient très très mignonnes, les Bennies, qui se vendent maintenant une fortune. Donc c'était tous les personnages de la saison 1 et de la saison 2, donc c'était assez sympa. C'était sur le principe de la collectionner, on pouvait les trouver dans les bureaux de tabac. On avait acheté Agumon parce que ma sœur était super fan d'Agumon. Et du coup j'avais aussi une petite peluche Tsunomon et elle avait une petite peluche Koromon. Une peluche Tsunomon que j'ai en plus avec moi là. Et quand on appuyait dessus, en gros il y avait le générique évidemment en anglais. De Digimon qui faisait de la musique dans la peluche, donc ça c'était assez rigolo. La Palmon qui est derrière moi, je l'avais eu, c'était les fameux coussins Digimon qui sortaient à ce moment-là, donc c'était des peluches assez grandes, et c'était la folie au magasin. Je me souviens, on était allé avec mes parents et tout le monde se les arrachait. Il y avait aussi les coussins Pikachu, ma soeur avait eu Pikachu et puis moi j'avais demandé un Digimon et j'ai eu Palmon fort heureusement. Elle m'a jamais quitté, ça fait 20 ans qu'elle est là et qu'elle est toujours avec moi. Les peluches, j'en ai pas mal acheté quand j'étais adulte, donc forcément, parce que bon, quand je m'y suis remis vers 15-16 ans, je m'étais pas trop attachée aux peluches, quand j'en voyais j'en prenais, mais je me suis vraiment remise à collectionner les petites Bennies justement à l'âge adulte. Et heureusement d'ailleurs que j'ai eu l'âge adulte, parce que pour se les procurer c'est coton. Je me souviens aussi qu'un jour j'étais allée à la fête foraine avec ma mère et mon petit frère. Et j'avais vu, tu sais, les stands de la pêche au canard et j'ai vu la grosse peluche de Gatomon, mais j'ai fait une crise, je voulais absolument la peluche. Donc j'ai joué à ce fameux stand à la pêche au canard et la dame, elle a pas été gentille puisqu'elle n'a pas voulu me proposer en cadeau ma peluche Digimon. Et j'ai eu une espèce de rancœur toute ma vie. Je me suis dit, putain, j'ai pas eu ma peluche Digimon quoi quand j'étais gamine. Et tu sais que un jour je suis allée à la Toulouse Game Show dans le sud de la France et là j'ai vu un stand avec une peluche Gatomon et je me suis dit, cette fois-là tu vas pas la louper et tu vas aller l'acheter, et je te jure que c'est là que j'ai acheté ma première peluche Digimon et je l'ai toujours avec moi. J'étais dans un marché aux puces et j'ai vu une peluche Greymon et je me suis dit, ah ça me rend trop nostalgique, donc voilà, je l'ai acheté. Et vraiment par pure nostalgie, et franchement aujourd'hui j'aimerais trop retrouver un peu des goodies comme ça. Ça me manque plus aujourd'hui que ça me manquait quand j'étais petit, je dirais. Peut-être parce que c'était aussi plus accessible et c'est pas forcément moi qui m'achetais les goodies, c'était plutôt du coup mes parents qui m'offraient. Il y a eu d'autres peluches que je gagnais. À l'époque, on allait en vacances à Brédune, c'était à la mer du Nord. Et il y avait mes magasins avec des machines à pince pour attraper des peluches. Et je me suis fait beaucoup de peluches dans ces machines-là, et notamment Digimon, les petites que je n'avais pas pu avoir achetées à Auchan ou à Carrefour. Bah, je les ai achetées là, je les gagnais là. Il y avait des porte-manteaux en peluche dégueulasse, verte. Des fois, c'était même pas la bonne couleur. Il y avait des Koromon, il y avait la tête d'Agumon sur un porte-manteau. Enfin, c'était très glauque et vraiment pas réussi, quoi. Et après, il y avait les goodies qui étaient beaucoup plus dans les paquets de céréales ou des éléments comme ça, qui étaient vraiment pas chers, qui étaient faits à la chaîne et mal faits. Alors il y avait les mini skateboards à l'époque où le skate n'était pas trop à la mode. Il y avait les mini skateboards à l'effigie de Digimon, je me souviens. Des jouets par exemple dans les Happy Meal chez McDo, donc moi typiquement je crois qu'à cette époque là je prenais déjà plus de Happy Meal, mais j'allais prendre un Happy Meal exprès juste pour avoir tous les jouets Digimon du Happy Meal, et je les ai tous eus. Je crois qu'il y avait Gabumon, Agumon, Piomon et Patamon, je crois. On avait, je crois que c'était dans les paquets de Candy Up, qui était une boisson chocolatée, je ne sais pas si ça existe encore aujourd'hui. On avait des cartes des personnages de la saison 2. Et d'ailleurs, je faisais la collection, j'aimais bien. Même la vache qui rit, on avait des petites cartes à superposer pour faire des combats, c'était assez sympathique. On s'en souvient peu, mais il y avait vraiment beaucoup de produits dérivés, tels que les talkie-walkie, il y avait dans les paquets de biscuits lus, il y avait du Digimon, il y avait les petits appareils photo qu'on trouvait dans les paquets de céréales. Tu regardes dedans, tu as une petite roulette et en fait tu vois des images du dessin animé. Comme objet super classe, je pense que depuis petit je rêve d'avoir ça, mais j'ai vu que c'est super cher.
c'est les pendentifs avec les symboles. Donc ça, j'aimerais vraiment tous les avoir. Parce que je trouve que tous les avoir, c'est vraiment très très classe. Avec ma soeur, on était des fans de Panini et on achetait tous les livres Panini avec autocollants. C'était vraiment notre passion. On faisait des échanges. À l'époque, il y avait le site panini.fr avec des forums qui permettaient de faire nos demandes d'échange à travers la France avec d'autres. On a dépensé des fortunes dans les, dans les timbres. Et là, j'ai complété les 2 albums Digimon Adventure et Zero Two. Et ça, j'en étais plutôt très fier. Et je les ai toujours, j'en suis fan. Mais on n'a pas que ça. On a eu par exemple une belle surprise, c'était il y a 2 ou 3 ans à la Japan Expo. On voyait une peluche Agumon qui est officielle et qui était vendue partout à la Japan Expo. Et ça, c'était assez dingue parce que pendant des années, on avait le néant total et tout d'un coup, on a des peluches et des goodies qui reviennent. Découvre également les cartes à jouer Digimon. Cartes à jouer Digimon de Bandai, rien ne pourra les arrêter. Quand on était petit, il y avait les cartes, donc ça surfait aussi sur la mode un petit peu avec Yu-Gi-Oh! Et Pokémon aussi d'ailleurs, puisqu'il y avait le jeu de cartes Pokémon, il avait bien marché à l'époque. C'était un système qui me plaisait bien, cette espèce de pierre-feuille-ciseaux avec les attaques qu'on choisissait. Alors clairement les cartes, c'était vraiment dans le but de les collectionner parce que j'ai jamais compris la manière dont il fallait jouer sur les cartes Digimon. Ça a pas trop bien marché, mais je me souviens qu'à l'époque j'avais eu le deck de la saison 1, donc le deck de démarrage, et après à la saison 2 il y avait le deck de démarrage et il y avait des boosters à acheter à côté. Mais jamais j'ai trouvé quelqu'un avec qui jouer à l'époque. Donc du coup je jouais tout seul dans mon coin, j'essayais de comprendre comment les règles marchaient. À l'époque bon, les prix étaient assez abordables, c'était il me semble une quinzaine d'euros les decks et les boosters aux alentours de 5-6 euros. Ils ont arrêté d'être édités, d'être imprimés, tout ça. Donc c'est pas un jeu qui a survécu très très longtemps, je trouve. Il y a des très très belles figurines actuellement développées par Megahouse. Donc il y en a des très grandes, il y a des plus petites qui sont vendues un peu comme des boosters dans les boîtes, pour celle-là en tout cas. Et Aldric a fait un super diorama d'ailleurs. Pour exposer mes figurines, je voulais avoir quelque chose de beau et j'ai fait appel à mon papa. Je lui ai dit écoute, voilà mes projets, je veux ça. Au début, je voulais un tramway. Je voulais juste le tramway de Digimon. Et je lui ai dit bah voilà, j'ai très envie de faire ce tramway, nanana. Donc il a réussi à me le construire, à me le concevoir. Puis bah, j'ai rajouté les choses, hein, les poteaux téléphoniques, la cabine téléphonique, les maisons Digimon. Voilà, comme vous le voyez, j'ai fait mon petit diorama Digimon et j'en suis très fier. Du coup, il est unique. Pour le moment, il n'y a que moi qui l'ai, vu que c'est une création artisanale. Maintenant, le Japon développe des grosses figurines bien chères de Digimon, par exemple Omegamon. Et dans une boutique à Paris, vers République, on a des figurines Digimon qui sont en vente. Donc c'est quelque chose qu'on n'aurait jamais cru dans le passé, mais qu'on a aujourd'hui. J'ai réussi à obtenir une Precious GM de Metal Greymon que je voulais absolument parce que j'étais passé à côté de la Greymon à l'époque. Et quand je vois le prix de la Greymon alors qu'elle coûtait 90 € alors que maintenant je vois qu'elle coûte une blinde, je me suis dit la Metal Greymon, faut pas que je passe à côté, donc j'ai précommandé direct. Pareil, Mimi, je l'ai payé 200 balles. Clairement, c'était une des plus chères parce que je les ai pas achetées à leur sortie en 2015-2016. Je les ai achetées assez récemment, ces 2 dernières années. Et Mimi m'a coûté une fortune, mais je ne regrette pas, je suis fan de Mimi. Et je rêve d'avoir la Mimi avec Lilymon. J'espère qu'un jour on me l'offrira. Elle est toujours dans les 200 € aussi. À côté de ça, il y a aussi les résines. Donc ça, c'est des figurines qui sont très détaillées, très belles, très chères aussi. Et ça, c'est le marché des résines. C'est Tsum, par exemple, c'est 600-700 € une résine, mais bon. C'est des grosses figurines, c'est des éditions limitées et elles sont absolument magnifiques. Malheureusement, je vois qu'on sort de nouvelles figurines, mais le prix me fait absolument déchanter. Je ne comprends pas ces prix astronomiques de figurines. Ça me fait si mal au cœur parce que franchement, si c'était un chouïa moins cher, je t'avoue que je ferais une collection de malades. Les produits Digimon sont assez chers, je pense, parce que déjà l'accessibilité est pas facile déjà. Bandai sait très bien qu'on est sur une fibre nostalgique, donc ils vont jouer là-dessus quand même pour faire payer. Ça, c'est quand on connaît un peu le milieu des figurines. Il y a différents fabricants de figurines et la qualité va influer sur le prix, mais ça dépend aussi de quel marché ils cherchent. Digimon aujourd'hui est un marché de niche. Alors on va pas parler de Digimon Adventure 2020 qui cherche un nouveau public jeune. Le public qui cherche maintenant est vraiment un marché de niche, otaku. Et le marché otaku, on peut leur vendre des figurines très chères. Parce que
ce sont eux qui vont être capables de mettre le prix dedans. Je les commande souvent sur internet, j'essaie de fouiller en fait sur de la seconde main directement depuis le Japon, parce que je préfère les produits japonais généralement. Pour les avoir, il faut toujours les avoir au meilleur prix quand ils sont en précommande. Parce qu'une fois que les précommandes sont passées, il va y avoir la limite de stock. Et tout le monde va vouloir se jeter dessus et c'est là que les prix vont grimper justement. Et les précommandes, ça permet de produire à moindre coût et d'être sûr de vendre. Donc du coup, les prix sont pas trop élevés. Par contre, c'est sûr que forcément, qui dit précommande dit après stock limité, donc la revente beaucoup plus chère. Et les gens font beaucoup d'argent en revendant beaucoup plus cher les figurines. C'est toujours dans ces marchés-là qu'on retrouve des figurines qui vont coûter 120 €, 150 €. Mais parce qu'ils savent que ce sont des adultes maintenant qui les achètent et les adultes ont de l'argent. Ce serait intéressant de voir revenir des goodies, parce que pour moi, le succès d'un animé, ça se voit un peu au nombre de goodies qu'on peut trouver facilement ou pas dans un magasin. Alors du coup, avoir de nombreux goodies Digimon de retour en France, ce serait un très bon signe, même si je pense que la franchise est en train de prendre un bon tournant. The Digimon card game is going global. Digimon Card Game, English version. Your favorite Digimon arrive in a brand new card game. Stack cards to Digiball. From in-training to rookie, to champion, ultimate, and finally, to mega. Incredible Digimon battles await. Digimon Card Game. Stay tuned for more info. Alors, le jeu de cartes Digimon 2020, j'en ai entendu parler à peu près dès son annonce, en fait, parce que je commençais à chercher des informations pour Digimon Survive, voilà, pour l'anecdote, et je suis tombé là-dessus, et j'ai vu que ça sortait le 5 avril 2020. Donc, à partir de là, je me suis rué sur Internet à chercher des informations sur comment ça se jouait, à quoi ça allait ressembler, et tout ça. Et je me suis dit, enfin un Digimon, un jeu TCG Digimon que je vais pouvoir prendre dès le début et donc du coup pouvoir y jouer, suivre l'évolution, tout ça. D'ailleurs aujourd'hui je fais aussi collection du TCG 2020, du jeu de cartes Digimon que je fais importer du Japon, mais je n'ai jamais compris comment on y jouait et je suis juste très content d'avoir toutes les cartes et de les collectionner parce qu'elles sont très jolies et ça me suffit amplement. Et alors les cartes, j'ai commencé par acheter directement la première boîte, le booster, la BT1. Je suis passé par un site d'achat pour le TCG au Japon. Et donc ça a mis du temps à venir, j'ai cru jamais les recevoir. Mais une fois que je les ai reçus, voilà, je suis retombé en enfance, j'ai ouvert mes cartes, j'étais tout content, c'était incroyable. Et un sentiment que j'adore, quoi. Donc pour l'instant, il y a des cartes japonaises qui sont sorties, des cartes anglaises sortent tout juste maintenant, elles ne sont pas encore trop arrivées en Europe. Il y a vraiment un travail qui est ressenti sur le design des cartes, sur le dessin, sur la position, le dynamisme des positions, enfin, c'est incroyable. Les prix au Japon sont relativement corrects, on peut trouver un booster pour à peu près un deck pour à peu près 5 €. Alors que les displays, donc les boîtes de booster, on peut en trouver pour 30-35 €. Le problème c'est qu'avec les cartes anglaises, c'est plus trop la même mécanique et surtout c'est plus cher. Les decks sont aux alentours de entre 12 et 15 € et les boîtes sont plutôt aux alentours de 70-80 €. Alors le principe c'est qu'on met en face deux joueurs qui vont avoir 5 boucliers, un peu à la manière d'un Duel Master, pour ceux qui connaissent, et on va devoir invoquer des monstres, donc qui sont les Digimon sur le terrain, soit par le biais d'une invocation normale, soit par une Digivolution, puisque c'est le grand concept de Digimon bien sûr, et il va falloir réussir à jouer mieux que son adversaire avec de meilleures cartes, et réussir à passer à travers ce bouclier et à lui infliger un coup de grâce. J'ai eu la chance d'aller au Japon de nombreuses fois dans ma vie, presque chaque année. Quand je suis arrivé pour la première année, c'était en 2015 je crois, Digimon en fait était complètement passé de mode, était considéré vraiment comme un animé de niche pour des anciens fans. On trouvait du Digimon au Japon, mais
principalement dans les quartiers otaku, on trouvait aussi des goodies Digimon dans des magasins de figurines ou d'objets d'occasion. Alors à l'époque, j'ai tout acheté. C'était pas encore très cher ces goodies là parce que la hype Digimon n'était pas encore là, du coup les prix étaient plutôt bas. Et c'est là où j'ai fait, en fait, principalement de la collection de ma vitrine qui est ici, vient de mon premier voyage où les goodies étaient pas chers et surtout présents. Parce que les années suivantes, quand je revenais dans ces mêmes magasins, les goodies ils étaient plus là. Ces dernières années, quand je revenais au Japon, par contre je voyais beaucoup plus de goodies Digimon parce que Digimon Adventure 3 passait. Il avait son petit succès et du coup, on retrouve pas mal de goodies neufs dans les boutiques de goodies neufs. Et aussi dans les gashapon. Les gashapon, vous savez, c'est les petites boîtes où on met une pièce et on a une boule avec un goodies à l'intérieur. Et il y avait des gashapon Digimon. Et j'étais émerveillé et heureux d'être là, hein, parce que ces choses-là sont bien entendu temporaires. Et je me suis amusé d'ailleurs. Hein. J'ai perdu beaucoup d'argent là-dedans pour tous les avoir. Une autre chose qui m'a beaucoup plu au Japon quand j'y suis allé, c'est de me rendre compte qu'en fait, toutes les choses qu'on voyait dans Digimon, parce que dans le Digimon 01, enfin Adventure et 02, ça se passe dans le Japon. Et du coup, il y a plein de petits détails sur la rue, les bâtiments à Odaiba qu'on voyait, mais on se rendait pas compte parce que nous, on n'était pas japonais. Mais une fois qu'on va réellement sur place, c'est là on se dit « Ah oui, en fait, c'est comme dans Digimon, en fait !» Et ça faisait quelque chose de spécial de se promener là où les héros se promenaient. Et voilà, d'ailleurs c'est une des raisons pour lesquelles je voulais absolument aller à Odaiba, c'était pour aller sur les terres de Taichi et de tous nos héros. Et parmi tous ces produits dérivés, il y en a un qui n'est pas né grâce à la série, mais qui a bien au contraire permis à la série de voir le jour. Le Virtual Pet, une forme de Tamagotchi de l'époque. C'est grâce à lui que Digimon est devenu la licence que l'on connaît aujourd'hui, et que sont arrivés les Digivice. Quand on le secouait, on pouvait rencontrer des ennemis, les battre, les affronter. Il y avait un petit jeu de hasard aussi, je crois, dedans, dans mes souvenirs. J'étais trop content, c'était comme un Tamagotchi. Je comprenais pas tout, mais j'adorais. Je collectionnais, pareil, hein, tous les Digimon, il fallait les obtenir, les faire évoluer, les faire combattre. Et pour la petite anecdote très sympa, une fois j'ai pris l'avion, et quand j'étais enfant, et pour aller voir de la famille, et je me suis retrouvée en fait, quand on avait moins de 12 ans, quand on prenait l'avion, tous les enfants étaient groupés ensemble, et je me suis retrouvée assise à côté d'un garçon qui avait un Digivice lui aussi. Je crois qu'il avait le même que moi, et du coup, on a passé tout notre vol en fait, en gros, à secouer notre Digivice et à faire des combats et tout, c'était génial. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que Digimon ne tire pas son origine dans le dessin animé, qui lui arrivera bien plus tard dans l'histoire de la licence, mais des Tamagotchi. Enfin, c'est quand même la base de Digimon, c'était les V-Pets. Et ça, beaucoup de personnes ont tendance à l'oublier. Et d'ailleurs, c'est pour ça que Digimon, au tout début, s'est vendu comme une série, et non pas pour le produit de base. Donc l'entreprise Bandai, dans les années 95-96, a commencé à développer ces petits animaux numériques qu'il fallait nourrir, soigner, nettoyer leur caca et maintenir en vie. Et généralement, c'était un peu plus ciblé pour les filles. Parce que c'était un petit animal mignon, fallait l'élever, lui donner à manger, et tout ça s'arrêtait là. Et pour conquérir un public un petit peu plus masculin, ils ont décidé de choisir, plutôt que des animaux, des petits monstres virtuels. C'est là qu'est né en fait Digimon. Et avec une nouvelle capacité, combattre. Finalement, c'est un Tamagotchi doté de connectiques qui permet de faire des combats les uns avec les autres. Et puis au bout d'un moment, il finit par mourir. D'ailleurs, j'en ai un, je peux peut-être le prendre pour la vidéo, qui est là-haut. Hop. Donc ça c'est la version réédition pour les 20 ans de la franchise, mais cet emballage-là, c'est exactement comme ça en fait que ça se présentait. Et finalement, c'est un quest mode dans lequel on doit battre des boss. Ce qui offre de nouvelles mécaniques de jeu un petit peu plus intéressantes et qui motive un petit peu plus le marché puisqu'il y a un aspect compétition qui se développe grâce à ces combats. Les gens achetaient ça et ils pouvaient les connecter entre eux. Ça, c'était aussi une grande première. C'est qu'on pouvait se connecter pour en fait se battre contre un copain qui avait acheté le même
J'ai jamais été très attiré par les Vépètes, les Pendulums, et c'est tout un univers tellement complexe qu'un jour peut-être que je m'y mettrai, mais ça coûte tellement cher. Mais aux États-Unis et au Japon, ça a vraiment cartonné, et ça, c'était bien avant l'apparition du dessin animé. Avec l'apparition des dessins animés, notamment en 1999, on a eu l'apparition de Digivice, qui se différencie des Virtual Pet, puisqu'ils n'ont pas les mêmes mécaniques de jeu. Et j'avais le Digi-Analyzer, ça c'était trop cool, c'était pour faire le petit ordinateur qu'on a dans Zero Two, et c'était un peu une encyclopédie, et j'étais trop fier de l'avoir. Donc le Digivice, c'est on choisit le personnage Digimon de la série, n'importe lequel, celui qu'on veut, et on commence l'aventure avec lui. Et sur le même principe qu'un podomètre, on va parcourir les différents endroits du Digimon, qu'on peut croiser du coup dans la série. C'est pour ça que dans l'animé, on voit les Digimon tout petits, des petites boules. En fait, ça représente le bébé Tamagotchi, vraiment les petits pixels, à des Digimon qui deviennent de plus en plus imposants, de plus en plus impressionnants. Et on secoue, on rencontre des monstres, on les combat, on gagne nos combats ou pas, ça nous fait avancer ou reculer sur nos objectifs, et à la fin de chaque étape de la carte, on a un boss à combattre. Et à la fin, une fois que tu as débloqué toutes les maps, tu peux débloquer un Digimon spécifique. Sur certains modèles japonais, il y a des trappes pour pouvoir les connecter à certains jeux vidéo. On peut également rencontrer des Digimon alliés qui se joignent à nous après pour l'aventure. Et donc ça nous permet de développer et de parcourir toute l'histoire du dessin animé, mais dans sa poche avec son petit Digivice. Donc c'était plutôt intéressant pour faire du sport et pour se motiver, parce que le principe du podomètre était assez innovant quand même pour l'époque. Moi je suis personnellement extrêmement fan de ces produits-là, parce que j'ai toujours aimé en fait tout ce qui est élevage. Et à côté de ça, au Japon, le marché a complètement explosé. Que ce soit du côté des Digivice ou des Virtual Pet, on a vu apparaître de très nombreux Virtual Pet dans différentes couleurs, avec différentes caractéristiques spécifiques, et notamment des gros tournois organisés, donc les D1, au cours desquels il fallait faire combattre son Digimon avec d'autres participants du tournoi. Donc il y avait des tournois locaux et nationaux, avec des prix à la clé, donc une coupe, des médailles, des Digivice ou des Virtual Pet. Après, il y a tout ce qui est Pendulum, donc là, c'est compliqué, mais c'est des nouvelles générations de Tamagotchi, où en fait, il suffit de les secouer pour se battre, etc. Donc c'est un peu plus complexe. Moi, personnellement, je préfère ces modèles-là, parce que je trouve qu'ils sont mieux travaillés, il y a beaucoup plus de Digimon à l'intérieur, etc. Et ça a aussi permis de développer les produits de la licence, parce que si on voulait certains Digimon, il fallait acheter certains Virtual Pet. On a des Virtual Pet qui sont plus axés sur les Digimon aquatiques, plutôt axés sur les machines, plutôt axés sur les anges, sur les ténèbres, enfin toute une gamme de produits qui fait que la licence Digimon s'est développée et qui a aussi permis de développer les dessins animés, les films et les mangas par la suite. Le Digivice, c'est vraiment calé, c'est pour ça que nous on a eu cela, c'est vraiment calé sur l'animé. En France, on a eu les Digivice parce que c'était calé sur l'animé. Et donc les ventes étaient plutôt bonnes. On pouvait en trouver à des prix assez abordables. Il me semble, dans mes souvenirs, vu que mes parents m'en ont acheté, que c'était aux alentours d'une vingtaine d'euros le Digivice. Les petits Tamagotchi comme ça, Virtual Pet, c'est vraiment des Tamagotchi. Donc c'est en fait deux choses qui sont totalement différentes. Ça se ressemble quand on ne connaît pas, parce qu'il y a un petit écran, pareil, avec des petits pixels, des petits boutons. Mais au final, le système de jeu est complètement différent. Digimon est partout. À la télévision, dans vos magasins, dans les magazines, dans votre maison. Mais également sur une autre plateforme, celle des jeux vidéo. Si la France n'a jamais récupéré tous les jeux vidéo de la franchise, certains sont arrivés jusqu'à nous pour le plus grand bonheur des fans. Je pense comme pas mal de personnes à cette époque-là, j'ai commencé à découvrir les jeux vidéo Digimon avec Digimon World sur PlayStation 1. Donc on avait un Digimon et c'était un peu comme un Tamagotchi en jeu vidéo. Tu devais le nourrir, l'emmener aux toilettes, l'entraîner, et par rapport à comment tu l'entraînais, il se transformait.
On doit faire un certain nombre d'erreurs pour qu'il évolue dans un certain sens, ou pas du tout. Le nourrir avec certaines choses, enfin, c'est tout un tas d'embranchements assez particuliers. Le jeu était très sympa parce que déjà je trouvais que graphiquement il était vraiment joli. Et on avait un mélange de décors réels et de 3D. Et dans l'histoire du jeu, il fallait recréer la ville. Donc tous les Digimon avaient quitté une ville et il fallait les retrouver, les battre et ils revenaient dans la ville. Ce qui était difficile en fait dans ce jeu, c'est que ton Digimon en fait il finissait par mourir une fois qu'il avait atteint son dernier stade. Et il se retransformait en œuf, vraiment comme un Tamagotchi, et il fallait tout recommencer. Mais j'ai joué à Digimon World en fait, vu qu'il y avait les émulateurs à l'époque, j'en ai profité pour jouer. Et je crois que c'est l'un des Digimon sur console qui était l'un des plus compliqués. Je pense que j'ai joué des années et des années et des années. Et je l'ai jamais fini. Je crois qu'en France, il y a un petit bug qui empêche les joueurs de finir le jeu. Il manquait un dialogue et en fait il y a un Agumon qui était devant une forteresse et en fait on pouvait pas lui parler. Et du coup ça bloquait l'ouverture de ce passage et du coup on était complètement bloqué dans le jeu. Donc je crois qu'il y avait une manip de fou à faire, un peu comme quand on voulait obtenir Mew dans la version rouge ou bleue. Je crois qu'il y avait une manip de fou à faire pour pouvoir rentrer quand même. Mais autant vous dire, à cette époque-là, personne ne savait comment ça marchait. Et il n'y avait pas Internet, enfin il y avait Internet mais c'était pas accessible comme maintenant. Je me souviens même quand j'allais au bureau de tabac, il y avait les magazines pour voir les solus. Et du coup, dans les solus, il y avait quel Digimon on pouvait rencontrer et tout. Et j'allais dans le bureau de tabac et je passais 15 minutes. Et j'essayais de tout retenir, tous les Digimon, où les trouver et tout. Moi, j'avais un copain qui l'avait aussi. On ramenait nos cartes mémoire PlayStation 1. Et en fait, on pouvait enregistrer son Digimon dans notre carte mémoire et on pouvait faire des combats avec le Digimon de notre pote. Donc du coup, c'était super cool. Moi, j'avais entraîné des Digimon super forts et du coup, on s'amusait, on passait notre journée à se fighter comme ça. Digimon World 2003. Parce que nous, on n'a pas eu la chance d'avoir le Digimon World 2. Bon, apparemment, c'était pas le meilleur jeu qui soit, mais on l'a pas eu. Donc du coup, ils l'ont appelé Digimon World 2003. Parce qu'il est sorti chez nous en 2003. C'est un jeu que j'ai jamais fini malheureusement, mais que je compte bien refaire. Parce qu'il y a vraiment une ambiance dans le jeu qui est incroyable. Qui nous donne envie en fait. Je sais même pas pourquoi il s'appelle Digimon World, parce que finalement, c'est pas du tout le même système de jeu que dans Digimon World. C'est un jeu plus RPG en fait. Mais c'est un jeu qui est complexe au début, surtout quand t'es petit. J'y ai joué pas mal jeune. Et puis c'est un système qui est compliqué. Par rapport à l'autre Digimon, t'avais déjà 3 Digimon avec toi, 3 partenaires. Et personnellement, il était vachement dur. On se promène, d'un coup il y a un espèce de Digimon sauvage qui apparaît, il faut le fighter. Et nos Digimon ne meurent jamais, on ne fait que les améliorer. Il y avait beaucoup de va chercher un objet, puis reviens à la ville de départ, donne l'objet à quelqu'un qui va te débloquer un objet pour la ville d'après. Et du coup, il y avait beaucoup d'allers-retours et beaucoup de choses qui se débloquaient de manière chiante. Là, le jeu graphiquement était pour moi moins joli parce que c'était un jeu en 2D. Mais il y a des très très grands fans de Digimon World 2003, donc je ne vais pas critiquer ce jeu parce que vraiment sinon je vais me faire taper dessus. Il y a deux sagas assez différentes. Il y a la saga Rumble, Digimon Rumble, donc en fait c'est un jeu de combat de Digimon qui pourrait se ressembler un peu à la série des Smash. Et il y en a eu 3 volets, il y a eu le Digimon Rumble Arena qui est sorti sur PS1, après il y a le Digimon Rumble Arena 2 qui est sorti sur GameCube, PS2, etc. Et il y a eu le Digimon All-Star Rumble que j'ai toujours et il est ici. Et c'était un jeu Digimon de la 3e génération parce qu'il y avait, je me souviens qu'il y avait Guilmon, Renamon. C'était vraiment plutôt un jeu de combat style un petit peu Street Fighter dans ce genre-là. Celui-là qui est infâme, c'est le All-Star Rumble sur PS3. Très mauvais, assez inintéressant.
J'ai beaucoup aimé Digimon Card Battle. Ça doit être l'un de mes jeux Digimon préférés. Enfin, qui sort du lot, entre guillemets. Parce que c'est du TCG et que j'adore le TCG. Digimon World Dawn and Digimon World Dusk for the Nintendo DS. J'avais fait importer sur Nintendo DS Dusk Down, mais pareil, j'ai jamais joué. Le seul jeu auquel j'aurais rêvé de jouer, mais je n'avais pas de PSP et il n'était pas en français, c'était Digimon Adventure sur PSP. Quand je vois le gameplay, quand je vois les vidéos sur YouTube qui l'expliquent, mais c'est juste fascinant, quoi. Il y a des scènes coupées, c'est juste extraordinaire. C'est vraiment le jeu auquel j'aurais rêvé et aimé de pouvoir jouer. Bah, il est très très bien. C'est même plaisant en fait de pouvoir avoir une interaction quelque part avec l'animé. Les Digimon Story sont que en anglais, malheureusement. C'est dommage parce qu'il y a énormément de textes, donc du coup si on parle pas bien l'anglais, c'est compliqué. Il y en a 7, je crois. Et finalement, eh ben, ce sont c'est les prémices de Hackers Memory. Pareil sur émulateur, c'était sur des jeux DS. Tout ce qui était Digimon Stories, franchement, ces jeux-là, ils étaient vraiment excellents. On a 3 Digimon, on doit les faire combattre. Parce que finalement, bah, c'est une suite, cela. J'ai plus le nom du jeu, mais il y avait des jeux Digimon qui étaient sortis sur WonderSwan. Et j'ai jamais pu y toucher parce que j'ai pas de WonderSwan. et puis ça doit coûter, je pense que ça doit coûter une blinde aussi. Cette petite console qui est une console japonaise jamais sortie nulle part, qui concurrençait en fait la Game Boy, développée par Bandai, s'appelle WonderSwan. On a un jeu Digimon qui pouvait se connecter au VPET. On a des Battle Spirit, ce sont des jeux vidéo de combat. Celui du jeu de cartes originel, ça c'est pas ouf. C'est Digital Partner, en gros on se balade, on croise des Digimon, on leur parle, et c'est que en japonais, donc si vous ne parlez pas c'est mort. D1 Timer, bah, c'est une partie de l'aventure qu'on voit aussi dans l'animé, et qui n'est pas très bien expliquée, sauf dans les magazines, ou si on a joué aux jeux vidéo. C'est dans la 2e saison, la partie avec Ryo, qui est un personnage qui apparaît que dans les jeux vidéo, qui provient de cette... enfin originellement en tout cas, et qui provient de ce jeu vidéo là. Digimon World Next Order sur PlayStation 4, qui est en gros une suite de Digimon World. Et en fait, je l'ai acheté le jour où il est sorti, et je savais qu'il était sorti au Japon quelques temps, des années avant, et j'avais attendu, quand j'ai su qu'ils allaient sortir en France, je regardais Actualité, limite toutes les semaines, voire tous les jours, Digimon World Next Order sur Google Actualité pour voir quand il va sortir. Le jeu est vraiment difficile aussi, très compliqué, très difficile mais très prenant. Donc j'y ai joué, j'avais jusqu'à Metal Greymon. En plus je voulais le Metal Greymon de base, mais à chaque fois j'avais la version black, enfin le Metal Greymon Virus comme on l'appelle. Mais moi je voulais le Metal Greymon orange, etc. Mais bon, à chaque fois j'ai jamais réussi à avoir le Agumon jaune, je sais pas pourquoi. J'ai toujours eu le Black Agumon. Moi je l'ai même pas terminé, pour vous l'avouer, parce que j'ai pas eu le temps. Mais il est vraiment très bon, et quand on est fan de Digimon World sur PS1, on peut que être fan de ce jeu, et je tiens à préciser surtout que actuellement c'est le seul jeu en français récent. Avoir Tailmon et Meikoman, c'était mon objectif de Digimon World Next Order. Et on retrouve le héros en fait de Digimon World sur PS1 mais adulte, donc c'est très sympa. Digimon Story, Cyber Sleuth. Je pense que la majorité des gens qui ont joué à des jeux vidéo de Digimon va surtout être Hackers Memory en ce moment, Cyber Sleuth. Déjà, Cyber Sleuth il est en anglais donc c'est un petit peu compliqué.
Il y a quand même le jeu que j'attends plus que tout en 2020, mais maintenant en 2021. C'est Digimon Survive. Clairement, ce jeu RPG a l'air ouf. Qui devait être initialement en 2020, mais qui finalement a été décalé à 2021 pour raison de Covid entre autres, et parce qu'aussi ils ont voulu retravailler le jeu qui n'était pas assez bon pour eux, donc c'est tout à leur honneur. Pour Digimon Survive, je crois que c'est le jeu le plus mystérieux au monde, parce que je crois que ça fait 2 ans, voire 3 qu'on l'attend. Je suis très Switch, du coup, avec le côté Pokémon. C'est vrai que le fait qu'il soit disponible sur Switch va beaucoup m'aider, va être cool pour moi. Si la Digimania est bien présente, elle s'intensifie encore plus dans la presse et dans les magazines. De nombreuses couvertures de magazines de l'époque peuvent en témoigner, tout comme le très apprécié magazine Digimon. Il y avait à l'époque le magazine Digimon, ça c'était extraordinaire, ça sortait tous les mois. Bon, il y avait quand même Louis-Antoine et Jérôme qui étaient derrière tout ça. Je dirais que c'est tout ce qu'on veut sauf des amateurs, hein. C'est vraiment des gens qui ont toujours fait un boulot hallucinant. Moi, avant de travailler sur Digimon, je travaillais au festival de la bande dessinée d'Angoulême et j'ai rencontré les gens d'une société allemande qui s'appelait Dino Entertainment. On a démarré Digimon en octobre 2000. Alors au départ, moi j'étais tout seul avec la rédactrice en chef que je salue, à qui je fais la bise et que je remercie de m'avoir mis le pied à l'étrier dans la bande dessinée, qui s'appelle Anne Berling. Moi j'ai été embauché pour faire tout ce qui était commercial, marketing, opérationnel on va dire. Le magazine a été lancé au niveau éditorial par Jean-Paul Genquin, qui est resté sur les premiers numéros. Et avant que Louis-Antoine nous rejoigne, il y a eu un intérim qui a été mené par Karim Jbara. Je venais de faire un peu plus de 2 ans aux Huménoïdes Associés. Et par une amie allemande qui travaille dans l'édition en fait en Allemagne, Nina Schickelbach, qui connaissait Anne Berling et l'équipe de Dino en fait en Allemagne. Mon CV est arrivé sur le bureau de Dino quand il cherchait un éditeur dessiné de la France. À l'époque, j'avais 2028. Donc, un univers comme Digimon, en fait, voilà, j'étais déjà un peu vieux pour tomber dedans. Alors, contre, là, ça a été vraiment hyper fun de travailler, en fait, de tomber dans cet univers et de travailler sur ses licences, avec ses personnages et de comprendre ça. Et puis, ça a été assez génial. Les 4 ans à travailler pour les magazines, c'était rarement en direct en fait avec les créateurs de la licence originale. Il y avait une équipe, alors nous on était 2 et après 3 parce qu'on a eu Stéphanie Aparicio qui nous a rejoint en tant que graphiste. Sur Digimon, entre la France et l'Allemagne, il y avait entre 15 et 20 personnes qui bossaient, quoi. Voilà, on calait ça sur du 6-10 ans, quoi. Alors que c'était probablement un peu au-dessus. Et on faisait un mensuel 12 numéros. C'est-à-dire qu'il y avait un numéro tous les mois, y compris le mois d'août, y compris le mois de décembre, qui sont des mois traditionnellement plus calmes, sauf que nous c'était pas plus calme. On a passé 4-5 ans à fond les ballons, mais on s'est éclaté, j'ai déjà dit, mais c'était génial, quoi. De mémoire, j'ai dû rentrer dans cette histoire vers le 10e numéro du magazine, quelque chose comme ça. Vu qu'il y avait déjà pas mal de courriers en retard, hein, ça faisait un peu rédaction Spirou, hein, on n'a jamais réussi à tout évacuer. J'avais trouvé, je m'étais bien éclaté, les relations, c'était amusant parce que le lectorat, comme tu disais, c'était vraiment plus ciblé pour les enfants, pour les gamins. Et recevoir des courriers qui allaient, les plus jeunes, ils devaient avoir peut-être 4-5 ans, c'était vraiment des bouts de chou. Les plus vieux, ça allait jusqu'à 14-15 avec quelques exceptions, vraiment peut-être 1 ou 2 de 18 ans de temps en temps. Notre premier employeur, c'était donc Dino Entertainment, et qui était vraiment monté par une équipe de passionnés qui avaient monté ça. Et puis ensuite, au bout de 2 ans et quelques, Dino a été racheté par Panini. Et en fait, on s'est beaucoup aussi amusé avec les gadgets. Les mains collantes, les planches de stickers, on s'est éclaté à faire ça, les posters, tous les produits dérivés. Enfin, il y avait une équipe de sourcing en Allemagne. J'ai été publié 3 fois. La première fois, c'était dans le numéro 7. Quand j'ai vu mon nom, Aldrich Seveno, 14 ans à Mouveau, alors là, j'étais... C'était juste extraordinaire, j'étais trop content. Il y a une fan dont le nom m'est toujours resté, tu la connais peut-être, c'était Maud Auderset,
je lui fais coucou au passage, si elle regarde le documentaire, parce que elle nous écrivait de Suisse, et c'était des lettres tapées à la machine, vraiment mais dactylographiées, et c'était, à la fin c'était de la correspondance, puisque je me rappelle d'une lettre, je dois encore l'avoir dans mes cartons. Il y avait une lettre de 11 pages recto verso dactylographie, il y avait 75 questions dans la même lettre. Mais il m'a envoyé des goodies, il m'a envoyé des autocollants, des panini. C'était vachement chouette parce que j'étais vraiment tout le temps en train de lui écrire. J'avais fait un sondage à l'époque auprès de mes potes, c'était qui vos personnages préférés, du coup qu'il avait diffusé et publié. Le retour des courriers des lecteurs, les dessins qu'on recevait, les lettres, les questions sur l'univers, sur les personnages et tout. Et ça c'était assez génial. Déjà quand on te répond, t'es super content. Et alors en plus si ta lettre elle est dans le journal, là c'est le numéro, c'est le méga bonus quoi. Quand on se dit qu'on peut faire plaisir à des mômes comme ça, c'est dingue. C'était un petit garçon qui nous avait écrit. Lui nous avait écrit parce que ses potes se foutaient de lui parce qu'il lisait Digimon. Voilà. Voilà, c'est jamais accepté de pas faire comme les autres. Donc moi ça m'avait ramené à mes années de collège, puisque à l'époque quand tu lisais du super-héros, tout le monde se foutait de ta gueule aussi, hein, voilà. Mais donc lui c'est vrai que sa lettre, ça m'avait touché parce qu'on sentait qu'il il lisait quasiment le journal en cachette, quoi. Il n'osait pas le montrer à ses copains, voilà. Et on répond à tout le monde. Et ça vient de l'historique du créateur de Dino, qui s'appelait Christian Neuber. C'est pareil, là c'était un tout petit gamin qui m'avait demandé ce que j'avais comme digi-pouvoir, quoi. Donc ça c'était pareil, il devait avoir 4-5 ans, c'était super d'avoir une lettre comme ça, c'est ce que je te disais. J'ai même récupéré quelques rushs d'époque, enfin des dessins qui ont servi à faire le magazine, parce que j'ai vraiment adoré ce magazine. Il y avait vraiment une relation un peu avec les autres fans. C'était à une époque où j'avais pas forcément l'ordinateur, il n'y avait pas vraiment les forums et tout ça. Et du coup, c'était vraiment aussi le seul lien avec les autres fans à travers la France. C'était vraiment intéressant, on se sentait pas seul, quoi. Il y avait vraiment, tu sentais qu'il y avait une communauté Digimon à travers les magazines. Ouais, c'est assez incroyable de se dire voilà, que ça continue jusqu'à maintenant, et voilà, moi je suis parti effectivement après les 4 ans et demi voilà, à travailler en fait pour le magazine et pour Dino et Panini. En fait, je suis passé à d'autres aventures. Et donc, complètement, voilà, pour le coup, décroché avec cet univers-là. Ce que j'aimais bien aussi, c'est qu'en même temps, c'était des fans, mais vu que c'était des enfants, t'avais pas le côté hyper sérieux, limite fanatique religieux qu'il y a sur certaines franchises. Par contre, c'était un peu sportif, parce qu'on n'avait pas beaucoup d'infos. Très honnêtement, on était vraiment, on allait chercher les infos sur le net. Il y en avait même qui nous écrivaient, ils connaissaient beaucoup plus la série que nous, très honnêtement. Nous, on était à la ramasse. On a fait aussi, alors ça n'avait pas été un franc succès, mais ce que les Allemands avaient appelé des animés comiques. Donc c'était assez sympa, on n'a pas eu malheureusement la collection complète. Le 6ème, il a été monté. En fait, c'est-à-dire qu'on l'a validé, il n'a pas été imprimé. C'est ça, Jérôme? Et ça, c'est Dino qui l'avait développé. C'est-à-dire que Dino avait négocié les droits pour... Donc il y avait une équipe chez Dino qui a regardé les dessins animés et qui a fait des captures d'écran. Et ils avaient positionné les bulles et fait les dialogues, etc. Donc là, il y avait eu un travail de création quand même un peu... Et ça, bon, ça a pas su rencontrer son public. À un moment, tu me verras en costume de Spider-Man avec 4 bras et des sacs de courrier dans les mains. Donc ça, je l'avais dessiné. Mais en fait, c'était Louis-Antoine qui m'a dit, bah tiens, je t'ai digivolvé en Spider-Dinomon. Parce que je suis un énorme fan de Spider-Man depuis que j'ai 5 ans. Tu vois, Effectivement, le magazine, voilà, s'essoufflant, les ventes baissant quand même assez franchement. Enfin, derrière, en fait, mathématiquement, je veux dire, il y avait moins de courriers. Moi, j'avais décidé de m'arrêter un petit peu avant, parce que je commençais à plus avoir le temps, justement. Hein. C'était un boulot en plus. Mon dernier courrier, le dernier courrier que j'ai publié, que j'ai fait, c'était pour le numéro 45, et je crois que ça s'est arrêté au 46. J'ai trouvé ça dommage, parce que de toute façon, quand un magazine se termine, c'est qu'il n'a pas trouvé sa place. Bon. Et puis on avait une énergie dans cette boîte. Déjà parce qu'on était deux.
qu'il y avait tout à faire et que on faisait tout. Bon, moi, Digimon, j'ai quand même... parce que quand j'étais parti, je savais pas que ça allait se terminer un numéro après. Donc j'avais laissé tous mes exemplaires des magazines à celui qui était censé me succéder, pour qu'il sache un petit peu ce qu'on faisait et comment. Et du coup, il y a 4-5 ans, je les ai rachetés sur le Bon Coin. J'ai eu un coup de nostalgie aussi. Et je les ai rachetés à un adulte qui les vendait et qui a halluciné, parce que quand je lui ai dit que c'était moi qui faisais le courrier, évidemment, lui, c'était ceux qu'il avait quand il était gamin. Voilà, c'est assez fou, en fait, effectivement, de se dire en fait, qu'il y a une communauté qui s'est créée et qui perdure jusqu'à aujourd'hui. C'est génial. Enfin, je suis assez soufflé, en fait. Bravo. Moi, je suis ému. On a bossé beaucoup avec Animeland, et avec d'autres magazines, avec Comic Box aussi à l'époque. Et tous les gens qui travaillaient pour nous, les indépendants qui étaient graphistes, traducteurs, etc. Enfin, c'était bouillonnant, quoi. C'était vraiment, moi, c'est une époque que je revivrai avec plaisir. Ouais, mais en tout cas de savoir en fait que vous êtes encore là, parce que ça fait 20 ans, Oui. 20 ans qu'on a commencé cette aventure-là, 20 ans après, quoi, c'est fou en fait, c'est incroyable. Ça me retourne pas mal. En tout cas, merci d'avoir été là. C'est vrai que, là, par exemple, moi je garde en fait une serviette Digimon magnifique. Je cours à la plage, encore aujourd'hui, et à la piscine avec ma serviette Digimon. Et quand on trouvait pas Digimon, on trouvait forcément sûrement un des mangas ou un Animeland qui parle des Digimon, donc du coup c'était vraiment sympa. À l'époque j'avais une bonne collection des mangas. Qui était la suite des Dorothée de Magazine, et qui parlait d'animés, de mangas, et qui présentait pas mal de pages sur Digimon. Donc toutes les semaines je pouvais prendre mon fascicule, et on s'amusait à recopier les dessins, à apprendre de nouvelles informations sur nos séries préférées. Et c'est vrai qu'il y avait beaucoup de pages qui étaient assez intéressantes, même si, même à l'époque, quand on était gamin, on s'en rendait compte, mais il disait quand même pas mal de bêtises dedans. J'ai fait une archive, j'ai fait un site tiny-magazine.fr dans lequel je mets le plus possible de toutes les archives des magazines de notre enfance. Donc de base, j'ai commencé avec tous ceux que j'avais, donc j'en ai à peu près à moi seul 400. J'ai pas encore eu le temps de tout numériser, mais et j'ai finalement d'autres gens qui se joignent à moi dans l'aventure et qui m'offrent leur propre scan pour pouvoir les mettre sur l'archive. Et ça, c'est vraiment chouette pour retomber en enfance. Donc à l'époque, je prêtais mes magazines à mes camarades de classe, et le problème c'est qu'on n'avait pas le droit de les amener à l'école. Bon, d'ailleurs, j'avais toujours aussi un Digivice sur moi pour aller à l'école. Enfin, j'avais pas le droit, c'est pas bien. Et du coup, j'ai certainement enrichi ma maîtresse parce que je me suis fait confisquer pas mal de magazines et de Digivice. Et j'ai aussi enrichi mes copains parce qu'il y en a certains, ils m'ont jamais rendu mes magazines. Donc Erwan, si tu me vois, si tu m'entends, je veux m'aider mangas. Après, les magazines en général, ça, on s'en rendait compte à l'époque, c'était pas toujours très exact, il y avait beaucoup de fausses informations. Alors je sais que je suivais beaucoup, moi, je suis très spoil, hein, ça me dérange pas de me faire spoiler. Et je lisais notamment, avant de voir Zero Two, je regardais dans les magazines ce qui allait se passer. Donc il y avait des petits résumés de Zero Two, de la série, des personnages. Et je me souviendrai toujours, alors notamment dans un des mangas, où il y avait une présentation de tous les personnages, les anciens, de ce qu'ils devenaient. Et il y avait la présentation de Joe et Mimi. Il faut savoir que je suis un fervent admirateur du couple Joe et Mimi. Et là, c'était officiel, c'était marqué noir sur blanc. Joe et Mimi étaient en couple. En tout cas, dans la présentation de l'un et de l'autre, ça nous annonçait qu'ils étaient en couple, malgré le fait que Mimi vive aux États-Unis. Et j'ai attendu les 50 épisodes de Zero Two pour voir ce couple prendre forme. Et bah, vous le savez, grosse déception, ils ont même pas une seule scène en commun. La seule scène en commun qu'ils aient, c'est quand il y a l'anniversaire de mort de Vendémon. Bref, je trouvais ça mais tellement scandaleux de nous vendre du rêve. Et sinon, après, la plupart des livres Digimon que je lis, je les importe du Japon. Donc il y a pas mal d'artbooks, il y a pas mal de livres qui expliquent qui donnent les caractéristiques des différents personnages, qui expliquent un petit peu le fonctionnement de la série. Il y a différents livres aussi qui reprennent les storyboards des films. Donc je trouve ça assez intéressant de voir comment le film a été créé, de voir les différents dessins qui sont faits, comment les découpages des cases. C'est assez intéressant. Les mangas Digimon, ils n'existent pas. Si, on a les V-Tamers qui sont au Japon, qu'on n'a jamais vraiment eu en France. Et je sais que des gens lisaient des scans sur internet, mais à l'époque je ne savais pas comment faire, et du coup j'ai jamais vraiment lu ce manga.
je connaissais pas trop en fait l'univers manga Digimon. Et là, je suis en train de me mettre dedans. Et en fait, c'est un univers qui est ultra sympa. On va dire que c'est un peu comparable aux mangas aussi Pokémon qui sont très très bons. Et ce manga, donc, qui est sorti en 2017, s'appelle V-Tamer. Il met en scène donc, Taichi que vous connaissez, mais il est dans une aventure, dans une histoire qui est complètement différente, avec des Digimon qui sont complètement différents, qu'on n'a pas l'habitude de voir, qu'on ne croise pas spécialement dans l'animé. Donc c'est très sympa. D'ailleurs, son partenaire, c'est un Vidramon. En fait, il y a un parallèle entre ce manga et tout l'univers des Tamagotchi un petit peu. Je vous le conseille vraiment parce qu'en plus, on a pas mal de petits spin-offs dans ce manga. Et dans ces spin-offs, on retrouve plein de héros et plein de personnages en fait, des autres univers. C'est long à lire, mais vraiment les dessins sont superbes. Il y a un petit côté rétro qui est très sympa. Donc c'est moi qui m'occupe de faire toute la mise en page, on va dire tout ce qui est côté graphique. Et ensuite, il y a JB Black Wolf qui en fait, lui, fait vraiment la traduction pure. Il y avait beaucoup de livres aussi, malheureusement japonais, où il y avait le livre est basé en fait sur un jeu et c'est un questionnaire sur le dessin animé. Et à la fin, on découvre quel personnage on est en fonction des réponses qu'on a données. C'était aussi un peu frustrant comme pour la série, ça s'est arrêté comme ça. Et c'est un peu dommage parce qu'il y a toujours eu un peu ce côté... Digimon a du potentiel, mais à chaque fois il est freiné par sa diffusion, malheureusement, parce qu'ils vont pas jusqu'au bout, parce que ils font pas un marketing assez efficace finalement vers la fin, et du coup ça s'arrête quoi.